So welcome. Donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. J'espère que vous avez bien profité de cette pause. Nous allons maintenant démarrer la première séance thématique sur la résilience financière des collectivités locales face aux chocs externes. Alors, nous allons avoir une table ronde qui sera modérée par Christelle Alvergne de l'UNCDF. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'inviter à ce podium Madame Isabelle Chatry, directrice de l'unité décentralisation, finance et infrastructure infranationale OCDE, qui va prononcer, qui va nous faire introduire, qui va présenter le sujet dans son contexte. Merci beaucoup, Mickaël. Bonjour à tous. Alors, dans cette session, nous allons voir comment certains arrangements dispositifs ou structures des collectivités territoriales peuvent être plus adaptés face aux chocs externes. J'ai déjà entendu des choses très passionnantes, mais j'aimerais vous présenter maintenant quelques données, quelques faits, et puis j'aimerais également partager quelques idées sur les moyens d'améliorer la résilience des collectivités. Alors, les données sont les idées que je vais vous livrer se fondent sur des initiatives qui ont été prises par les pays pendant la pandémie, ainsi que lors des débats et discussions que la crise a générés dans de très nombreux pays. Comme vous le savez, cette crise, en effet, a suscité de très larges débats sur la façon d'améliorer la résilience des institutions de la gouvernance pluriniveau et pour d'améliorer la gestion des crises. Et je vais parler surtout de l'impact de la pandémie sur les finances infranationales, mais il est important de souligner qu'il y a différentes catégories de chocs et que ces chocs sont de plus en plus fréquents et divers. Cette accélération, cette combinaison même des chocs ont un impact très important sur les finances infranationales. Par exemple, développement de l'économie numérique génère de nouveaux risques de cyberattaques. C'est le cas en France où plus d'une dizaine de systèmes d'information de collectivités territoriales ont été attaqués. Il y a d'autres risques, parmi lesquels les catastrophes naturelles, les risques liés au dérèglement climatique, les pandémies, les crises financières, comme en 2008, et puis les guerres et les conflits. Naturellement, tous ces chocs ont un impact économique. C'est le cas aujourd'hui de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, de la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie, et un impact négatif également sur l'insécurité alimentaire. Ces chocs ont également un impact humanitaire et social avec la crise des réfugiés, la faim, l'augmentation de la pauvreté et le mécontentement social qui augmente dans de très nombreux pays. Et puis un impact également sur les collectivités territoriales et leurs dépenses, leurs recettes et leur endettement. Dans le cas du Covid, nous avons observé un effet de ciseau, c'est-à-dire à la fois une augmentation des dépenses et une baisse des recettes qui était sensible au choc. Et s'il n'existe pas de mécanisme permettant de couvrir les dépenses additionnelles engendrées par la crise ou la perte de recettes, eh bien, cela peut se traduire par un déficit et conduire à des situations de mandats non financés. Et l'impact des finances infranationales, l'impact sur les finances infranationales naturellement varie de façon très importante à l'intérieur des frontières, mais également d'un pays à l'autre, en fonction du niveau de gouvernement ainsi que de la nature de l'organisation des différentes autorités. Les régions, par exemple, n'ont pas été impactées autant que les collectivités locales. La disparité entre ces effets, en fait, s'explique par 5 facteurs principalement: le degré de décentralisation, l'élasticité des recettes par rapport aux fluctuations économiques, la flexibilité budgétaire, en d'autres termes, la capacité des collectivités locales à ajuster leurs dépenses et leurs recettes à des besoins urgents et à avoir accès à des financements externes. Et enfin, la situation fiscale et budgétaire pré-crise. Ça veut dire l'équilibre budgétaire, le niveau d'endettement, l'existence d'une trésorerie ou de réserve. Et enfin, dernier facteur,
le champ d'application et l'efficacité du soutien du gouvernement central, ainsi que l'existence de mécanismes de péréquation et de solidarité. During the COVID crisis, you can see on the slide that can be grouped. Tout un éventail de réponses ont été apportées, ont été mises en place pour soutenir les finances territoriales dans les pays pendant la crise du Covid 2019. En fait, un certain nombre de pays ont introduit des mesures. Tous les pays de l'OCDE ont introduit des mesures pour appuyer les collectivités territoriales, des mesures visant les recettes et les règles budgétaires et les règles d'endettement essentiellement. Là, vous voyez que les dépenses courantes ont augmenté dans une majorité de pays entre 2019 et 2020. Et cela sous l'effet des dépenses sociales courantes et des subventions et transferts. Les subventions ont augmenté de 24% en moyenne sur un échantillon de 56 pays. Dans le même temps, les principales sources de recettes, de revenus des collectivités, telles que les recettes fiscales et les redevances tarifaires, ont décliné. Comme vous le voyez sur le graphique, les recettes fiscales en moyenne ont diminué de 5% et les revenus et le produit des redevances et droits d'utilisation a diminué de 10,4%. Là, vous voyez ce qui s'est produit. Cela s'est produit dans une très grande majorité de pays. Vous voyez quels sont les résultats individuellement par chaque pays. Diapo suivante, vous pouvez voir qu'au moins la baisse des revenus, des recettes a été partiellement compensée par les aides et les subventions transférées par le gouvernement central. Et en moyenne, les aides publiques ont augmenté de 10,4%, ce qui a permis aux collectivités locales de faire face aux besoins immédiats auxquels ils étaient confrontés. Alors, pour préparer la discussion qui va suivre, je voudrais vous présenter 3 axes d'action possibles qui permettraient de renforcer la résilience face aux risques et à l'incertitude. Il s'agit de mesures combinant long terme et moyen terme et court terme, et de mesures financières et non financières. Premier axe, les conditions d'encadrement, c'est-à-dire créer les bonnes conditions pour que la décentralisation produise ses fruits et renforcer les systèmes budgétaires. Clarifier, réévaluer la façon dont les responsabilités sont assignées, revoir et réviser la façon dont ces missions sont financées et l'allocation des recettes, diversifier également les recettes pour avoir un panier équilibré de recettes qui comprennent à la fois des transferts et des recettes propres, et pour éviter les mandats non financés. Et puis enfin, une certaine souplesse. En d'autres termes, donner la possibilité aux collectivités locales d'ajuster leurs dépenses et leurs recettes face à des besoins urgents ou pour absorber des tensions exceptionnelles. Alors, le deuxième axe dont je parlais est lié à des mesures financières spécifiques. Cela recouvre un cadre de responsabilité budgétaire souple, permettant, pendant une période de temps donnée, d'alléger les règles budgétaires et de faciliter le recours à l'endettement, d'établir des mécanismes de stabilisation, y compris des réserves, des fonds et réserves, d'étudier des mécanismes d'assurance et de fournir un soutien différencié, ciblé aux collectivités locales les plus affectées et réviser ou mettre en place des mécanismes de péréquation et enfin préparer des plans de viabilité budgétaire. Et enfin, dernier domaine d'action qui est très large, des mesures par exemple comme l'élaboration de stratégies de gestion de risque au niveau local avec une coordination bien évidemment à tous les niveaux de gouvernance, dialogue budgétaire, coordination verticale entre les différents niveaux de gouvernement, renforcer la coopération interrégionale et intermunicipale en vue de réduire au minimum les réponses incohérentes, la concurrence par rapport aux ressources et au contraire de favoriser la mise en commun des ressources. La collecter, partager les données, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, il est important de pouvoir poser des diagnostics communs, partagés, et il est important de disposer de ces données pour faire des prévisions financières. Et enfin, il est important d'investir dans la capacité des ressources humaines, d'investir dans des outils modernes de gestion des systèmes d'information
Et puis, ce qui est fondamental, il faut accroître la transparence, la confiance et le dialogue, la concertation avec tous les acteurs clés, y compris les citoyens et les partenaires financiers. Je vais m'arrêter ici et redonner la parole à Christelle, qui va donc modérer cette séance. Merci de votre attention. Thank you very... Merci beaucoup, Isabelle. Merci de cette présentation très intéressante au sujet de la résilience. Je vois que vous avez esquissé quelques solutions, c'est très utile. Et ici, pour ce table ronde, nous allons voir comment améliorer la résilience financière des collectivités territoriales face aux chocs externes. Alors, je voudrais inviter les intervenants à la table ronde à venir sur scène. Madame Bernadia Irawati Chandradevi, vous êtes secrétaire générale de CGLU Asie-Pacifique. Nous avons Jordi Wacker, secrétaire général de Métropolis. Nous avons également Thomas Rouget, secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale en France. Monsieur Ahmed Aziz Diallo, maire de Dori, au Burkina Faso. Et nous avons un participant en ligne, Jung-Gun Kim, président du Fiscal Policy Institute de Corée et président du réseau de l'OCDE sur les relations budgétaires entre les niveaux de gouvernement. Merci. Bonjour à tous. On me dit que le lieu le plus dangereux au monde, c'est entre l'animal et le déjeuner. Alors nous essaierons de faire une session intéressante et percutante. Comme vous venez de dire, Isabelle Chatry, il y a plusieurs façons de voir ces chocs. Nous avons eu une diversité de chocs qui impactent sur les territoires et nous allons voir la pandémie et son impact sur les collectivités territoriales. La table ronde va traiter deux questions principales. D'abord, nous allons voir l'impact des chocs et les réponses à ces chocs. Et le deuxième série de questions sera pour l'amélioration de la résilience et les réformes. Alors, à vous de choisir de l'équilibre entre le premier tour de questions avec d'abord le choc et ensuite la réponse des réformes. Alors, dans ce panel, pourriez-vous nous dire quel a été, selon vous, en fait, l'impact de la crise sécuritaire et la crise climatique dans votre ville? Quelles sont les ressources dont vous avez disposé, et dont vous disposez en fait pour y faire face, et comment vous êtes parvenu à gérer les chocs à votre échelle? Merci. Très bien, merci bien madame. Je voudrais déjà saluer tous et toutes et remercier CGLU et l'OECD de nous recevoir. Je voudrais placer un peu le contexte. Dori, Burkina Faso, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent de là-bas. Ce que je dirais, c'est que Dori, c'est la capitale de la région du Sahel du Burkina Faso, dans le nord, qui n'est pas loin de la frontière du Niger et du Mali. Donc, on peut dire au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la région des trois frontières, qui est en proie à une instabilité depuis 6 ans maintenant, du fait essentiellement des groupes armés terroristes. Nous sommes un peu sous emprise de 2 groupes armés terroristes, notamment le Jenim et Al-Qaïda et l'État islamique. Cette question sécuritaire est très étroitement liée avec ce que je voudrais dire. C'est pour ça que c'est important de placer le contexte. Nous sommes à 2 coups d'État dans notre pays, rien que cette année, en 9 mois. Le Mali voisin a eu 2 coups d'État aussi en 2 ans, et tout cela est intimement lié à la question sécuritaire. Et donc, ma commune se situe dans cet environnement. Et aujourd'hui, du fait de l'insécurité, la commune de Dori a une population urbaine de 26 000 habitants.
Et du fait de cette insécurité, nous avons 55 000 déplacés internes dans la ville, en plus des 26 000. Donc, vous voyez un peu cette multiplication de la population et tout ce que cela a comme impact sur les questions d'accès aux services sociaux de base et même de la résilience en général d'une collectivité qui, même en temps normal, peine à s'en sortir. Donc, ce que je dirais, au lieu de parler de comment le gouvernement central arrive, comment le gouvernement local arrive à s'en sortir, à faire face à ces impacts, disons que la situation dans laquelle nous vivons aussi est une résultante de la crise climatique. En fait, je fais un lien très étroit, je ne suis pas le seul, beaucoup de spécialistes sur le fond, un lien très étroit entre ce qu'il y a comme l'impact des changements climatiques et la situation, notamment l'appauvrissement des populations et leur vulnérabilité qui a aussi facilité la propagation de cette idéologie terroriste et de ces groupes armés dans toute la zone. Donc, c'est un lien très intrinsèque, pour ne pas dire incestueux, qui fait que ces changements climatiques ont considérablement appauvri les populations, parce que nous sommes dans une zone où plus de 80% de la population dépend de l'économie de l'élevage. Quand vous allez au niveau de la population jeune, ce taux augmente même à 85%. Donc, à cause de l'effet des changements climatiques, vous avez un appauvrissement des sols, vous avez une compétition sur les ressources, les maigres ressources naturelles qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Vous avez un manque d'eau pour la consommation domestique et aussi pour la production économique. Donc, vous avez un appauvrissement général d'une population, ce qui a augmenté leur vulnérabilité et qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont pris les armes, malheureusement, ont rejoint les groupes terroristes. Donc, gérer une commune dans ce contexte est une particularité parce qu'en même temps que vous subissez les conséquences, vous devez aussi vous prémunir. Ce qu'on regrette, c'est que tout cela, en termes de facteurs exogènes, vous avez la situation au niveau de la sous-région, mais les facteurs endogènes, vous avez aussi la question de la gouvernance. Et les collectivités, ça fait longtemps, ça fait des années que je le dis, je suis à CGLU, nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'était l'objet de plusieurs réflexions. Une des armes les plus lourdes pour lutter contre, qu'il s'agisse des changements climatiques ou de la question même de gouvernance, c'est la décentralisation, c'est l'appui aux collectivités territoriales. Malheureusement, les systèmes de décentralisation, je parle du Dori au Burkina Faso, mais ce système, c'est un peu la même problématique dans tous les pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous travaillons dans le cadre de la coopération décentralisée avec des communes au Niger et au Mali, et c'est sensiblement les mêmes problèmes. C'est le manque de ressources, le manque d'investissement au niveau des collectivités qui fait que nous subissons encore beaucoup plus l'impact des changements climatiques. Les collectivités ont un avantage comparatif du fait de leur proximité et de leur légitimité, même si je dirais, pour adresser ces questions auprès des populations. Mais malheureusement, les transferts de ressources de l'État central vers les collectivités manquent à l'appel. Même quand il y a des efforts, ces sommes aujourd'hui sont toujours dérisoires. Au Burkina, nous sommes à peu près à 5% des ressources du gouvernement central qui sont transférées aux collectivités. Par rapport à des objectifs qui allaient jusqu'à 15%, nous en sommes toujours à 5%. Donc, les collectivités, malgré la décentralisation, malgré les arrêtés qui transfèrent des compétences à ces collectivités, n'ont jamais les ressources qu'il faut pour pouvoir réaliser les investissements. Donc, les communes subissent de plein fouet cet impact de la crise sécuritaire et subissent aussi de plein fouet leur inaptitude à faire face aux besoins en termes d'investissement. Au-delà des transferts des ressources, vous avez des partenaires aussi qui sont très actifs, mais il faut noter que l'essentiel de l'aide qui vient des partenaires techniques, c'est de l'aide bilatérale. Donc c'est une aide qui va vers l'État central, qui ne va pas beaucoup vers les collectivités territoriales. Vous avez vu quand même certains programmes récemment, je citerai notamment le programme de l'AFD, l'Agence française de développement, à travers le programme 3 frontières, qui permet d'injecter des ressources directement au niveau des collectivités. Parce que quand les sources vont d'abord à l'État central avant de venir aux collectivités, mais tout se perd un peu dans tout ce maillon bureaucratique des procédures de passation de marché qui sont faites au niveau central et qui sont détachées de la réalité et le temps que ça prend pour investir, quand vous investissez 1 franc, le temps que ça prend pour sentir l'impact de ces 1 franc au niveau des collectivités, mais vous êtes déjà passé à autre chose. Et nous sommes dans un contexte aujourd'hui où rien ne peut attendre. Vous travaillez dans l'urgence pour l'urgence. Et donc, au lieu d'augmenter
ces ratios de transfert. Aussi, ce que nous constatons, c'est qu'à cause de cette sécurité, le réflexe des États centraux, c'est de mettre beaucoup plus d'argent dans la défense et la sécurité au détriment des projets de développement. Bon, nous disons que la meilleure manière de lutter contre l'insécurité, c'est à travers le développement. Ce n'est pas forcément par l'achat des armes ou les investissements en matière sécuritaire, mais parce qu'une des raisons, une des causes endogènes de cette question aussi, c'est le fait que les populations se sont senties délaissées, se sont senties abandonnées, n'ont pas vu les investissements qu'ils devraient faire. Vous travaillez dans une zone frontalière où la personne ne sait même pas s'il est du Burkina ou du Mali ou du Niger parce qu'il n'a jamais rien vu venir, n'a jamais senti un État quelconque. L'État sous sa forme compassionnelle n'a jamais existé, mais quand vous avez affaire à l'État, c'est pour venir vous arrêter, ou les eaux et forêts qui viennent parce que votre animal a brouté l'herbe d'un champ de quelqu'un, et ainsi de suite. Donc l'État sous sa forme restrictive et punitive, elle est présente, mais l'État sous sa forme compassionnelle a été absente. C'est pour ça que tout ce que vous avez comme indicateur, qu'il s'agisse des accès aux services sociaux de base ou même des questions liées à la pauvreté, au développement, le développement n'est jamais arrivé là-bas. Donc voilà ce que je dirais un peu pour essayer de rester dans le cadre de cette discussion parce qu'il ne faudrait pas que j'aille beaucoup plus loin que cela. Merci bien. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez touché la question du fait que toutes les crises sont liées, malheureusement, et des liens avec le système de gouvernance en place, le rôle de l'État, des collectivités locales et le rôle des partenaires au développement aussi, qui parfois ne permet pas de résoudre réellement le problème. Je vais passer à monsieur Rougier pour une question un petit peu similaire. Comment, du côté de la France, en fait, l'impact du Covid a impacté les finances des collectivités locales? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Merci. Merci. Avant de répondre, un grand merci pour l'invitation aussi. Je suis très content d'être à côté de vous aujourd'hui. Un grand merci aux traducteurs qui me permettent d'intervenir en français, ce qui me permet d'être plus clair que si je vous parlais en anglais. Cette crise Covid, nous on l'a mesurée à l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale sur les collectivités françaises. On l'a mesurée, on est un outil partagé entre l'État central, les administrations centrales et les administrations locales. Donc on discute avec tout le monde et on réfléchit avec tout le monde à comment faire ce type de mesure. Donc pour la Covid, qui était la crise précédente, c'était assez clair pour nous dans notre estimation, qui est partielle, c'était 7 milliards d'euros. Voilà. Des recettes fiscales en moins, des recettes d'activité, l'exploitation des domaines en moins, des surcharges avec des dépenses nouvelles, mais aussi, et ça faisait partie du travail qu'on a réalisé, des économies parfois substantielles dans certains territoires à cause d'annulations de manifestations. Bon, on pourra revenir un peu en détail là-dessus, mais en tout cas, le coût, il est bien là. Il a été mesuré, il concerne tous les niveaux de collectivité, avec cette petite spécificité pour cette crise-là, en tout cas, c'est d'avoir aussi eu un impact particulièrement fort dans les zones de centralité, donc dans les zones où les services étaient rendus. Et parce que c'est là qu'il y a eu des souffrances financières, je parle, et là aussi parce qu'il y avait des attentes peut-être plus grandes de la population vis-à-vis de ces territoires qui ont déjà une offre de centralité. Donc vis-à-vis de cette crise Covid, on s'attendait à voir à cet endroit-là des dépistages, etc., etc. Donc il y a des services supplémentaires qui sont apparus. Pour la crise qui a pris le relais, je vais mélanger un tout petit peu les deux c'est celle sur l'inflation, pas que le prix de l'énergie, mais celui de l'alimentation, celui des travaux publics, les prix dans les bâtiments, la construction des bâtiments, tout ça, ça a concerné les collectivités. C'était observable dès 2021. C'est devenu un peu plus prégnant, un peu plus important, un peu plus inquiétant en 2022 et la question maintenant, c'est de savoir si cette crise inflationniste est alarmante pour les finances des collectivités locales en 2023. Alors, illustration pour cette crise sur les finances, sur l'inflation, c'est le poids de l'énergie dans les budgets des collectivités locales françaises. Si on prend les dépenses énergétiques qui sont inscrites dans les comptes, donc pas les dépenses énergétiques qui sont portées par des délégataires ou par des tiers, mais celles qui sont portées dans les comptes. Si je prends le bloc communal, les communes et les intercommunalités, c'est 3,4% des dépenses de fonctionnement. C'est 3,7 milliards, probablement un petit peu plus parce qu'on en rate probablement un petit peu. Ça veut dire, et c'est aussi l'équivalent de 43% de la capacité d'autofinancement net des collectivités françaises. Ça veut dire que si ces coûts doublent en 2023,
on capte déjà 40% de la capacité d'autofinancement net des collectivités du bloc communal. Donc ça permet de chiffrer, c'est pas pour créer une angoisse, c'est pour chiffrer le fait que là où les collectivités sont en train de nous dire ça, notre facture énergétique va être multipliée par 2, par 3, par 4, si je ne fais que la doubler, j'ai déjà un problème d'équilibre financier pour les collectivités. Alors, pour faire face, la force, ça a été un petit peu dit dans ce qui a été présenté, mais une des forces, c'était la situation financière initiale des collectivités locales françaises qui était plutôt bonne à la veille du Covid. Là, je parle d'un point de vue de l'ensemble, parce qu'effectivement, on sait qu'individuellement, les situations peuvent être différentes. Il y a des agents, alors qui sont aussi une source de dépenses, bien entendu, mais il y a des agents et des élus qui étaient mobilisables. Pour la crise Covid, ça s'est bien vu. Pour la crise d'inflation, ça va être un tout petit peu plus délicat, mais en tout cas, il y a une force vive humaine qui est mobilisable, pas qu'une force technique, et des interventions de l'État. En France, c'est la particularité, que ce soit pour le Covid ou pour l'inflation, sont des aides en section de fonctionnement hyper ciblées, avec l'obsession, légitime ou pas, chacun aura son avis, mais en tout cas avec une obsession, c'est celle de cibler les collectivités qui ont le plus besoin d'aide à ce moment-là de la crise. Et pour le Covid, et on retrouve à peu près le même schéma pour la crise de l'inflation. Et puis un aide beaucoup plus large et beaucoup plus important en montant financier sur l'investissement. Parce qu'on voit bien que la crainte, ça a été dit depuis le début, c'est cette section d'investissement, ce sont les dépenses d'investissement. Si ce qui arrive, si la menace sur les dépenses énergétiques survenait l'année prochaine, on aurait quasiment automatiquement un gros déficit d'investissement public local en France. Par ailleurs, pour faire ça, toujours, les collectivités bénéficient de ressources qui étaient protégées de ces effets, soit pour le Covid ou certaines ressources. Cet après-midi, on va parler de foncier. Voilà, la taxe foncière a été plutôt protectrice pour les collectivités pendant cette crise. Vous avez les droits de mutation à titre onéreux, c'est la fiscalité payée lors des ventes de biens qui a souffert en 2020, mais qui a repris des couleurs en 2021 de façon... Voilà. Tout ça, c'est des ressources qui sont venues atténuer, amortir l'effet global dont je parlais sur la crise. Donc reste à savoir s'il y a ce type de recettes en face des enjeux d'inflation qui surviennent. Et puis, comme pour faire face, il y a les ajustements entre les mains des collectivités elles-mêmes, leur capacité ou non à modifier leur programme, à faire leurs arbitrages, à modifier des politiques publiques. Donc pour le moment, ces crises, je parle 2022 probablement inclus, n'ont pas un gros impact sur l'investissement, mais il y a des fortes interrogations pour 2023. Très bien, merci beaucoup Monsieur Rougier, effectivement, de mentionner à nouveau l'importance d'ailleurs des données, parce qu'elles permettent aussi de prévoir la suite. Donc on revient au rôle de l'Observatoire aussi, et puis les impacts potentiels effectivement que les crises ont sur l'avenir en fait, et comment elles hypothèquent. Bernadia, now let's move from France to Asia Pacific. Alors maintenant, on va passer dans la région Asie-Pacifique. Alors, dans votre expérience, vous êtes secrétaire général du CGLU Asie-Pacifique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette crise? Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. J'ai le plaisir de faire partie à cette réunion de l'OCDE. Je suis ravie d'être là et je suis surtout contente d'être là en présentiel après 2 ou 3 années d'interruption à cause de la Covid. Alors ces chocs et ces adaptations nous touchent tout particulièrement en Asie-Pacifique. C'est une région très diverse, mais lorsqu'on voit le nombre de catastrophes, on en a peut-être 3 fois plus que l'Afrique. Et les catastrophes que nous avons en Asie-Pacifique ne sont pas uniquement dans les régions pauvres, mais également dans les régions riches. Par exemple, il y a les inondations en Australie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à reprendre la vie normale après 3 jours, même avec une inondation à 5 mètres. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas le faire dans des régions où vous n'avez pas les infrastructures, où vous n'avez pas les ressources, où vous n'avez pas les institutions et les capacités institutionnelles pour faire face aux différentes crises. Alors, comme dans
les autres régions, on a vu que la pandémie a eu un impact très important. Et en Asie-Pacifique, nous avons vu des évolutions politiques et économiques et jouent un rôle très important. L'Asie-Pacifique est un vrai acteur du monde politique. Et lorsqu'on voit les citoyens et les revenus, il y a des villes qui ont perdu des recettes, une perte de jusqu'à 40%. C'est notamment le cas des villes qui dépendent du tourisme. Et nous savons que les collectivités territoriales sont vraiment sur la ligne de front face aux crises et face aux chocs, et notamment pour la pandémie. Mais en même temps, les collectivités doivent continuer à assurer les services de base. Et ces services de base sont fournis par les collectivités territoriales en fonction des différents niveaux de gouvernement. Nous avons fait une comparaison entre l'environnement propice dans 24 pays de la région et nous avons vu l'impact sur le niveau institutionnel et le niveau budgétaire. Et là où vous avez un budget élevé, vous arrivez à assurer et réaliser les différentes responsabilités. Bien sûr, nous sommes face à différents défis, des défis bien sûr financiers. Je vous ai parlé de la perte de recettes de l'ordre de 40% dans les grandes villes. À titre d'exemple, on peut citer l'Indonésie. Il y a une population de 270 millions et le gouvernement a demandé une réallocation budgétaire et une modification de tous les programmes des politiques. Alors nous avons plus de 400 collectivités territoriales en Indonésie. C'était donc difficile parce qu'on n'a pas forcément les compétences pour faire une modification, une planification en peu de temps. Alors ce que j'ai vu, c'est que nous n'avions pas cette vision aérienne d'avoir une vision globale des allocations budgétaires pour réallouer les différents points de dépenses. Alors, ce que nous avons fait, nous avons essayé de rapprocher les prises de décision, le processus de prise de décision pour s'approcher du niveau du gouvernement central. Et grâce aux connexions Zoom, nous avons pu entamer un dialogue entre le gouvernement central et les administrations des collectivités territoriales. Nous l'avons fait très, très rapidement. On a demandé qu'on crée une task force, un groupe de travail à l'échelon local, et on a pu le faire avec le travail nécessaire pour comprendre les politiques locales. Nous l'avons fait très rapidement pendant les 6 premiers mois de la crise Covid. Et en Malaisie, nous avons organisé des séances et là, ils ont des budgets provisoires. Parfois, on a un budget qui suffit pour une période de 6 mois. Alors, on a pu allouer des budgets aux dépenses liées à la pandémie et on a pu se servir de budgets provisoires également pour faire face à l'inflation. On vient de l'entendre. On met vraiment l'accent maintenant sur l'inflation et j'ai été étonnée de voir que les différents membres de notre groupe nous ont demandé comment maintenir l'inflation dans les régions locales. Alors on voit l'inflation comme un problème au niveau national, mais les autorités locales doivent répondre à ces questions d'inflation aussi. Alors, on a essayé de créer des budgets pour que les collectivités locales puissent réagir et fournir, par exemple, un soutien médical et une réponse au chômage. Il y avait des réactions face à des restrictions ou aux pertes d'emploi, etc. Unemployment compared to the rest of the world. And 4.1% Donc,
2017 and 2018. Entre 2017 et 2018, nous avons vu des différences importantes avec le reste du monde. Et bien sûr, les foyers avaient moins de revenus pendant cette époque. Social aspect as Il y a plusieurs autres aspects sociaux à prendre en compte, y compris la santé mentale. government expenditure and Ensuite, concernant les dépenses du gouvernement, il y avait un déficit en moyenne de 5,7% comme proportion du PIB. Et region c'est un changement important par rapport à l'année précédente. De petits pays ont été frappés, surtout here that à cause de ces problèmes. Donc, je pense aux petites îles Pacifiques, par exemple, en Asie. metropole Donc, nous avons beaucoup travaillé avec Metropolis pour avoir des données. Et nous avons organisé, y compris pendant la pandémie, des réunions Zoom quasiment toutes les semaines. for example in South Korea. One of the Nous avons travaillé avec une ville en Corée du Sud qui nous a donné des exemples de bonnes pratiques lors de la pandémie. economic response team Cette ville a mis en place des groupes de travail pour lutter contre la crise. Il y a également une ville en Indonésie qui a fait preuve de bonnes pratiques. L'idée, c'était de mettre en place un mécanisme social qui pourrait donner de l'aide ciblée aux citoyens qui en avaient le plus besoin. Donc, cette ville a mis en place un système à 3 étapes pour mettre en place ce système de soutien social. Et l'idée, c'était de collecter les ressources et ensuite de distribuer les ressources. Et il fallait avoir les données appropriées et des données précises pour pouvoir mettre en œuvre ce système d'une façon efficace. Donc, l'impact a été très important. Et j'ai été surprise parce que dans mon pays, nous devons toujours porter des masques. Mais ici, je vois qu'aucun d'entre vous ne porte de masque. Mais je pense qu'il faut être heureux du fait que nous soyons toujours là, même si nous avons malheureusement perdu des proches. Merci beaucoup. Vous avez fait des points très importants. Effectivement, vous avez déjà mis en place quelques solutions. Donc, nous allons parler davantage des solutions tout à l'heure, mais c'était très utile. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à Jordi Wacker, qui est le secrétaire général de Metropolis. Nous avons parlé donc du rôle des villes principales. Pouvez-vous nous parler un petit peu du rôle de ces grandes villes? Effectivement, je gère un réseau de grandes villes, de métropoles importantes, et je suis ravie de voir qu'il y a eu beaucoup de travail pour collecter des données et pour créer cet aperçu global. Donc, je vais parler d'abord d'un facteur important qui est l'informalité. Dans beaucoup de métropoles, que ce soit en Asie ou en Afrique, cet aspect informel dans la vie quotidienne est très important. Et il faut vraiment le prendre en compte pour pouvoir comprendre la souffrance des gens, mais également la résilience. Parce qu'y compris dans des villes très développées, en Amérique du Nord et en Europe, par exemple, il y a également cet aspect informel. Par exemple, le soutien au niveau des familles. Et cela n'est pas visible dans les données. Donc, il est très important d'y penser parce que, en fait, la situation est beaucoup plus compliquée une fois qu'on prend en compte cet aspect informel. Donc, si cet aspect n'est pas reflété dans les données, on peut l'oublier. Heureusement que nous avons eu ces personnes qui nous ont aidés au niveau informel. Je pense surtout aux femmes. Et ces personnes qui ont travaillé d'une façon informelle pour aider étaient là à la fois dans les petits villages, mais aussi dans les grandes villes. Donc, dans les grandes villes, nous avons pu parler dernièrement avec des maires de ces grandes villes et nous avons
rigoler en disant que, en fait, parfois c'était plus facile pendant la pandémie parce qu'il y avait un problème clé qui était partagé par nous tous. Donc nous avons pu mettre l'accent sur cette pandémie, travailler tous ensemble sur une seule question. Alors, c'était une blague, mais en même temps, c'est important de penser à cet aspect parce que maintenant, nous avons une situation multifactorielle. La COVID n'a pas créé cette complexité, mais elle l'a mise en valeur. Nous avons un projet avec le London School of Economics et des gouvernements locaux. Et nous avons parlé au sein avec les participants de ce projet de cette question de crise et du fait que quand il y a une crise, on a tendance à continuer à en parler et donc de perdre de vue le fait qu'on ait en fait beaucoup de facteurs différents et interconnectés à prendre en compte. Donc, il faut commencer à réfléchir à un monde qui sera plus fluide. Et nous l'espérons plus stable, mais en même temps, nous allons devoir faire face à plusieurs chocs qui se répètent. Donc, un choc après un autre. Nous avons pensé à la base des revenus qui a été beaucoup affectée par la crise, y compris, il faut penser aux SME, les PME, qui aussi ont été affaiblis par cette crise. Mais il y a d'autres facteurs. Par exemple, souvent les salariés ont dû travailler depuis chez eux. Cela a eu un impact social. Et même si le confinement est loin derrière nous, nous continuons à avoir des problèmes au lieu de travail à cause de ce travail depuis la maison. Il y a aussi des problèmes de services publics parce que nous avons vu une chute de 30% des revenus et pourtant, les citoyens continuent à avoir les mêmes attentes des services publics. Mais avec moins de revenus, bien sûr, c'est plus difficile de fournir ces services. Il y a des secteurs qui ont toujours besoin de soutien pour pouvoir revenir à leur niveau d'activité d'avant la pandémie. Nous avons beaucoup parlé de la sécurité alimentaire avec des maires de villes en Amérique latine, en Afrique et dans d'autres régions. Les maires sont souvent sollicités par les citoyens qui s'inquiètent parce que le prix des aliments a augmenté, par exemple le prix du lait. Mais qu'est-ce que le maire peut faire pour aider les citoyens à résoudre ces problèmes très concrets? Nous avons également des problèmes dans les systèmes sanitaires qui n'ont pas encore le niveau d'activité, le niveau de revenus d'avant la pandémie. En Amérique latine, dans plusieurs villes, par exemple de Mexique, nous avons ce problème des soignants ou des personnes qui aident des proches à domicile et comment nous pouvons mieux les soutenir. Ensuite, il y a la crise du logement. Donc, nous avons beaucoup de SDF maintenant, plus qu'avant la pandémie. Et ce problème est visible dans les pays développés, mais également dans les pays non développés. Donc, nous avons des changements à cause de la pandémie. Il y a une base de revenus plus faible et nous faisons face à de nouveaux problèmes qui ont apparu en partie à cause de la pandémie. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la crise ou les crises sont considérées maintenant comme quelque chose de normal. Et sans doute, il faudrait mettre en place un système, une solution systémique. Et là, les autorités locales jouent un rôle fondamental. Donc, je vais maintenant me tourner vers le président de l'institution
de politique fiscale en Corée du Sud. Vous êtes également président du réseau de l'OCDE sur les règles fiscales. Donc, pour vous, quelle est la question politique la plus importante pour les gouvernements infra-régionaux ou infra-nationaux? Pouvez-vous nous donner vos perspectives? Oui. Bonjour à vous tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous dans la salle, mais je suis ravie d'être connectée. Alors, tout d'abord, nous avons parlé de l'impact de la pandémie sur la gouvernance infranationale. Et puis, nous avons également parlé de comment nous pouvons renforcer le financement infranational. Donc, tout d'abord, je vais parler de ce deuxième aspect de la finance et de l'impact de la pandémie. Donc, je travaille sur cette question et il y a un ouvrage que nous avons publié sur ce sujet. Le chapitre 9 parle de la pandémie et son impact sur la question fiscale. Donc, si vous voulez, vous pouvez consulter cet ouvrage. Mais je vais vous présenter 3 conclusions que nous avons faites dans ce chapitre. Cette discussion aujourd'hui qui a mis l'accent sur les pays développés, plutôt les pays en développement, a été très intéressante. Et je pense que la situation des pays en développement et des pays développés est très différente. Notamment, nous avons vu un soutien différent de la part des gouvernements centraux dans ces 2 catégories de pays. Pour les pays de l'OCDE, je pense que la situation a été globalement meilleure. Donc, je vous donne ces 3 conclusions concernant les pays de l'OCDE. Donc, premièrement, l'impact de la pandémie sur les finances infranationales a été différent selon les pays. Donc, il faut éviter de généraliser. Mais ensuite, si nous parlons uniquement de la pandémie, nous avons vu, comme lors de la crise de 2009, que la plupart des pays ont pris des mesures fiscales importantes pour lutter contre la pandémie. Et souvent, les gouvernements centraux ont donné aux gouvernements locaux la possibilité d'effectuer des dépenses plus importantes. Pourtant, l'impact sur les revenus infranationaux n'a pas été aussi fort qu'anticipé. Par exemple, l'impact a été moindre que lors de la crise financière. Donc, nous avons été assez surpris. Subnational revenue was less than that of central government. Donc, dans certains pays, en fait, l'impact sur les revenus infranationaux a été moindre que l'impact sur les revenus du gouvernement central. Mais j'aimerais maintenant parler de 2 autres questions qui sont liées à ce que je viens de dire. Même si l'impact de la pandémie a été moindre de ce qu'on craignait avant, il y a quand même eu des inégalités entre les régions. Et ces inégalités sont toujours là maintenant, à la fin de la pandémie. Je pense que pour lutter contre ce type de crise, il faut aller au-delà des mesures fiscales et prendre en compte des questions structurales plus larges. Il faudrait également réfléchir à l'impact de la pandémie, non seulement
sur l'économie locale, mais également For example, sur l'économie globale. small amount Parfois, les gouvernements infranationaux collectent assez peu d'impôts, but in reality, some national government might be mais hard time parfois ces gouvernements font face à d'autres problèmes. Par exemple, il y a des problèmes liés à l'emploi et à l'activité réduite des entreprises locales. Donc, ce sont en quelque sorte des problèmes structuraux qui ne sont pas toujours visibles dans les statistiques infranationales. to take a holistic Donc, je pense que la pandémie nous a montré qu'il est très important de voir la situation globale. Il faut prendre en compte l'aspect macroéconomique. Donc, next round of je vais en parler davantage lors du prochain tour de discussion. Merci beaucoup. C'était très important. Je pense effectivement qu'il faut penser à ces aspects économiques. Il faut aussi penser à la solidarité que vous avez évoquée. Passons maintenant reform to be. à des réformes possibles pour changer le système d'une façon plus globale. Est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été les programmes qui ont été mis en œuvre en France pour améliorer la résilience financière à long terme, s'il vous plaît, dans l'exemple de la France? Oui, bien sûr. Est-ce que je réponds aussi à éventuellement quelques pistes pour la suite? Parce que d'accord, c'est inclus. En France, on ne peut pas dire que depuis quelques années, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a eu des vraies réformes pour améliorer l'efficience des collectivités locales françaises. Les réformes n'ont pas eu lieu dans ce cadre-là. Les réformes ont eu lieu dans le cadre de suppression d'impôts pour telle catégorie de ménages, pour tel type d'entreprise, pour toutes les entreprises, pour tous les ménages. Et ces réformes-là, qui étaient des réformes fiscales d'allègement, se sont transformées ensuite en réformes du mode de financement des collectivités locales. À aucun moment, je n'ai pas retrouvé trace, on s'est dit « Ah, on va prendre le financement des collectivités locales et on va regarder comment les rendre plus efficientes ». Donc ça ne s'est pas passé comme ça, donc j'ai un peu de mal à répondre à ce qui a été fait pour. En revanche, dans toutes les mesures qui ont été prises, et j'en ai cité un petit peu avant, les dispositifs montés par l'État pour cibler les situations les plus tendues face aux crises participent à l'efficience, puisque le message collectif qui est passé quand même, c'est de consacrer un effort substantiel parfois là où les territoires vont être le plus pénalisés par une crise. Donc ça participe à l'efficience. Après, il y a les soutiens à l'investissement assez massifs. C'est une tendance de fond dans la relation entre l'État et les collectivités locales, ce soutien à l'investissement. Donc ça a pu jouer sur l'efficience. Il y a l'augmentation des dotations dites de péréquation pour rééquilibrer les recettes. Ça joue aussi dans ce sens-là. Et puis il y a eu la multiplication d'outils de contractualisation pour cibler des problématiques d'aménagement ou de développement, par exemple les petites villes, les centres-villes dans certains endroits. Voilà. Donc il y a eu des politiques menées pour cibler quelques problématiques et puis, main dans la main entre l'État et les collectivités, parvenir à faire évoluer la situation. Les autres mesures sont des mesures dont je parlais tout à l'heure, de suppression de recettes fiscales, voilà, qui ont amené à chambouler le panier de ressources des collectivités locales, parfois avec un peu d'efficience, c'est-à-dire que quand la TVA est arrivée il y a quelques années dans les budgets des collectivités, on pouvait prendre ça comme une mesure qui pouvait participer à une certaine résistance des budgets locaux, puisque cette TVA prenait une part nouvelle dans les budgets des collectivités, et que la diversification des ressources est un axe de solidité pour les collectivités, pour tout le monde finalement. C'est comme pour une entreprise. Si vous arrivez à diversifier vos ressources, vous êtes un petit peu plus fort face au choc que, voilà, vous faites peut-être moins de profit à l'instant T, mais vous diversifiez et vous êtes plus résistant. Donc la TVA a pu apparaître sous cet angle-là, mais elle a pris une telle importance que finalement, elle joue un rôle maintenant dans ce qu'on va faire de toute cette TVA qui est perçue par les collectivités locales françaises pour rendre cette nouvelle recette attractive dans le sens résister au choc et participer à la suite. Donc justement pour la suite, il y a 3 axes. L'enjeu, c'est ce qu'on a cité depuis le début, et je rajoute bien entendu celui que je n'ai pas cité, mais qui est présent dans ce qu'on doit construire pour demain, c'est les enjeux environnementaux, bien entendu.
C'est-à-dire que tout notre dispositif doit être construit avec cet axe. Que doit-on mettre en place pour que, face aux chocs successifs, peu importe lesquels, les collectivités puissent continuer à jouer le rôle qu'elles doivent jouer sur l'environnement, tant sur la réduction des émissions que sur l'adaptation de nos territoires aux effets du réchauffement climatique. 3 axes, je vais les faire très vite. Je vais revenir un tout petit peu sur le premier, mais vraiment très vite. Maintenir, voire renforcer la diversification des ressources. J'en ai parlé à propos de la TVA. Le deuxième axe, c'est des ouvertures sur le pouvoir normatif. En France, il y a des marges assez fortes pour donner quelques latitudes aux collectivités pour arbitrer certaines choses. Ça peut être sur des normes, ça peut être sur les ressources humaines, ça peut être sur plein d'angles, où on redonnerait un tout petit peu de champ libre aux collectivités. Peut-être c'est une question de confiance aussi dans cette affaire-là. Et le troisième axe, c'est de poursuivre sous l'angle du soutien massif aux politiques communes. Là, il n'y a plus de local, il n'y a plus de national sur les enjeux environnementaux, encore une fois. Et donc là, c'est un enjeu financier, mais c'est aussi un enjeu d'ingénierie. Il y a une nécessité de partage de connaissances sur cette affaire-là, sur les choix qu'on a à faire. Ça vaut sur la production d'énergie, par exemple. Quel choix pour la production d'énergie et quelle place on donne aux collectivités. Alors je reviens juste sur la diversification des ressources, mais vraiment ça ne sera pas long. Il y a cet enjeu de ce qu'on fait de la TVA en France, qui a pris ces 37 milliards maintenant. Enfin, c'est la première ressource des collectivités locales françaises. Elle n'existait pas il y a quelques années. Donc c'est nouveau. Il va falloir apprendre à la dompter et il va probablement falloir lui donner des couleurs pour qu'elle ne ressemble pas trop à une dotation de l'État, tout en étant très bénéfique sur les bonnes années. Réfléchir à des systèmes de mise en réserve. Et ça, c'est impératif. Alors, il y a un piège. Vous avez des recettes qui se portent bien à un moment. Il faut réussir à capter une partie de cette dynamique pour soit la réguler au niveau de tout un territoire, soit la garder pour les mauvaises années. Après, attention, on bascule vite sur des systèmes de fonds de réserve gérés par l'État. Donc, finalement, on revient à des systèmes de dotation. Donc il y a un enjeu, il faut inventer quelque chose un petit peu nouveau sur cette affaire-là. Il faut probablement repenser, je dépasse un peu le cadre de ma fonction là, recréer probablement un petit lien fiscal avec la population. Bon, ça c'est mon avis. Et il faut consolider une taxe qui est la taxe qui reste pour les collectivités parmi les taxes historiques, c'est la taxe foncière. Donc comme on en parle beaucoup cet après-midi, je crois, je laisse le soin à tous les participants de cet après-midi à donner les bonnes solutions. Il y a un enjeu crucial parce qu'en France, on veut la réformer parce qu'elle ne convient plus. Il faut faire avec les agents, avec les élus et avec les personnels de l'État qui connaissent ce sujet-là pour construire la taxe foncière la plus juste et la plus équilibrée, avec le plus d'avenir, pour qu'on ne se pose pas la question dans 2 ou 3 ans de savoir s'il faut la supprimer. J'essaye de ne pas aller trop vite, peut-être que j'ai un peu vite fait. Il faut une réforme ambitieuse des dotations de l'État, ça tout le monde est à peu près d'accord. On est arrivé au bout d'un système qui est à la fin de certaines recettes aussi qui mesurent la richesse des territoires, en prenant compte l'inflation. Enfin, en réinterrogeant, là je ne parle pas de ce qu'il faut faire là tout de suite, mais il faut réinterroger les dotations de l'État et le rapport à l'inflation. On a perdu cette habitude, mais il faut qu'on interroge tous ceux qui ont plus de 50 ans, allez, plus de 60 ans même, sur l'existence de périodes d'inflation fortes dans des territoires et ce lien et cette dépendance des collectivités à des dotations qui ne seraient plus indexées. Et donc on a un problème, il faut réinterroger le poids de l'inflation dans la relation État-collectivité. Et une dernière piste sur laquelle je vais être plus large et moins précis, c'est qu'à mon avis, il faut intéresser les collectivités, les agents, les acteurs, les élus au succès et aux avenirs sur tout ce qui a trait aux enjeux environnementaux. Il faut intéresser les collectivités d'un point de vue financier à la baisse des émissions, à la biodiversité, à la préservation des ressources naturelles, avec l'eau en tête. Voilà. Alors, j'ai conscience que je parle, Monsieur Diallo, je suis désolé, mais je parle de problèmes qui sont peut-être très décalés par rapport à ce que vivent d'autres territoires dans le monde. Mais en tout cas, voilà, la France a connu sa période de difficulté avec l'eau cet été, qui ressemble peut-être pas à des difficultés ailleurs, je suis bien conscient, mais en tout cas, elle repose des questions sur cette matière et sur le rôle des collectivités, voilà, qui n'a jamais failli. La collectivité n'a pas failli sur ces politiques-là jusqu'ici. Il faut que collectivement, on continue à veiller sur ces ressources-là, puisque c'est celles dont on dispose
disposait jusqu'ici. Voilà pour les grandes lignes de quelques pistes pour la suite et pour améliorer l'efficience. Très bien, merci beaucoup pour décomposer l'ensemble de ces pistes, notamment sur les questions, et Emilia l'avait évoqué aussi, de gouvernance en partenariat, et quels sont les outils de financement aussi, ou les outils financiers qui permettent de gouverner en partenariat et d'être solidaire vis-à-vis des besoins des populations. Vous avez mentionné aussi la question de la fiscalité et du lien avec le dialogue avec les populations, qui est aussi un point extrêmement intéressant, puis d'autres points également. Je vais me tourner maintenant vers Bernadia. So Bernadia, you already touched upon a few points. Donc, Bernadia, vous avez déjà parlé de plusieurs aspects importants. Vous avez parlé des réformes en Asie-Pacifique. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails et pourriez-vous nous parler des programmes qui ont été les plus utiles à votre avis? Donc, l'Asie-Pacifique est une région dans laquelle les villes ont été frappées particulièrement durement, plus parfois que les régions rurales. Et pour moi, je ne pense pas que les revenus soient la seule solution. Certes, il faut augmenter les recettes, mais il y a d'autres aspects à prendre en compte. Parfois, nous avons de très beaux plans, mais ces plans ne sont pas toujours bien intégrés dans les finances de l'État. Donc, il est bien sûr impossible de mettre en œuvre des plans si nous n'avons pas les ressources financières qu'il faut avoir. Il faut que les collectivités territoriales aient la possibilité de chercher des financements. Donc, il faut avoir une approche assez créative. Donc, pour ce faire, il faudrait d'abord avoir une réforme institutionnelle. Parce que la créativité est entravée par des règles parfois qui sont trop rigides et qui ne permettent pas d'agir d'une façon créative. Il faut mettre en place des mécanismes pour améliorer les compétences des collectivités territoriales pour créer ou pour bâtir des plans efficaces. Pour l'instant, nous n'avons pas ces mécanismes. Donc, il faut avoir de bonnes politiques, des politiques efficaces. Et il faut créer cet espace pour que les collectivités territoriales puissent faire preuve d'innovation et de créativité. Donc, pour moi, c'est un aspect fondamental. Un deuxième aspect, je reviens maintenant aux revenus. Effectivement, il est très important d'avoir les moyens, mais il faut avoir, comme j'ai dit, un plan cohérent. Il faut avoir des idées, mais aussi les ressources pour les mettre en œuvre. Un autre aspect qui est très important pour moi, c'est la question de l'éducation, de la sensibilisation des dirigeants locaux. Je parle surtout de compétences financières. Certains de nos dirigeants ne savent pas mener des projets, ne savent pas prioriser, par exemple. C'est un vrai problème dans certaines villes. Même, il peut être parfois difficile pour ces dirigeants d'attirer des financements. Donc, là, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Je ne sais pas s'il y a des personnes, des citoyens chinois ici dans la salle, mais quand nous parlons de la pandémie, il y a souvent deux mots en chinois. Et nous avons beaucoup parlé notamment de la transition numérique. Donc en Chine, on a vraiment mis l'accent sur la technologie numérique.
technology, pour gérer la pandémie local government, in et nous avons pu soutenir les gouvernements locaux governments and market and producers. Nous avons pu, grâce aux plateformes numériques, fournir certaines solutions pour lutter contre la pandémie. Mais ici, il faut penser à comment nous pouvons combler les lacunes, parce que parfois, il y a des différences en termes d'accès à ces outils numériques dans des régions rurales et dans les villes. Il y a Il aussi y a un bien problème évidemment la question de de différence l'utilisation entre des les technologies. générations. Parfois, les personnes plus nous âgées ne savent pas utiliser les Lorsque nous outils parlons numériques. du développement de la transition écologique, il faut aussi effectivement, cela vaut à des principalement pour solutions, l'éducation. d'apprentissage pour aider les jeunes à pouvoir bien aspects utiliser que ces nous outils avons numériques. mis en œuvre. J'ai dit, Donc, j'ai parlé de la comment concertation avec les décideurs il faut politiques, en particulier le ministère les responsable décideurs de tutelle, l'autorité de pour tutelle qu'il y des ait collectivités un dialogue territoriales à renforcé propos des entre les actions acteurs d'action locaux locale. et les gouvernements Nous centraux. avons procédé à Il une faut compilation des définir meilleures des pratiques, bonnes mais nous avons pratiques également et il faut publié, élaboré mettre en place des lignes directrices claires. des lignes directrices et des orientations. Par En exemple, nous avons mis en particulier, place des lignes directrices comme nous l'avions très fait d'ailleurs concrètes pour montrer faire face à aux la pandémie citoyens de comment Covid, notamment dans le secteur des contre transports. C'est quelque chose que nous avons, qui a été fait également par la Corée. Identifier des possibilités, des sources de ressources, mesurer les progrès vers la réalisation des ODD. Il y a bien évidemment bien des objectifs des ODD pour lesquels nous sommes loin du compte, en particulier l'ODD numéro 11. Encourager le secteur des PME, effectivement, pour la phase de réhabilitation et de stabilisation. Nous en avons des exemples positifs. Nous venons de créer un nouveau comité que nous avons intitulé Nexus Lien du développement communal, qui est piloté par un gouvernement provincial. Comment donner vie, incarner les ODD au niveau local, avec plusieurs activités qui ont été menées sur cet aspect. Ce qui est importé, c'est de savoir comment capter, comment incorporer cet aspect financier, effectivement. Dans le cadre les infrastructures japonaises ont été financées par les obligations municipales. Un pays d'Asie positive dispose déjà des politiques en place, les capacités sont là. Or, à cause du manque de transparence, à cause des problèmes de gouvernance et de la question du coût, les questions de corruption, malheureusement, ce pays ne peut pleinement exploiter ce mécanisme. Oui, merci de vos observations. Effectivement, la question du leadership dans le domaine financier est quelque chose d'important sur lequel nous devrions travailler. Monsieur Diallo, concernant donc le Burkina Faso et votre commune, quels seraient les partenariats que vous pensez nécessaires? Quelles seraient les solutions en fait possibles et à court terme, puisqu'on le disait, en fait, les crises n'attendent pas. Merci. Merci bien. En fait, les crises sont regrettables, mais elles présentent une opportunité dans le sens où elles mettent à nu tout ce qu'il y a comme bonnes pratiques et mauvaises pratiques. Donc, ce qu'elles représentent aujourd'hui chez nous, il y a la crise du Covid, bien sûr, qui a mis à nu aussi beaucoup de défaillances dans les rapports entre les collectivités et les États centraux. C'est exactement la même chose aussi en ce qui concerne la crise sécuritaire et la crise climatique. Donc il faut avoir le courage de revoir ensemble tout ce qu'il y a comme politique de développement, comme méthode même de travail. Tous les rapports entre l'État central et les collectivités doivent être revus. Quel est le rôle du gouvernement local sur les questions de développement? Quelles sont les responsabilités que l'État central est en mesure de transférer pour que ces collectivités-là puissent jouir de l'avantage comparatif qu'ils ont sur les questions de mise en œuvre des programmes de développement. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut avoir le courage de regarder en face. En termes aussi de mobilisation de ressources, la législation, qu'est-ce que la législation permet en termes de, qu'on peut dire même d'élargissement de l'assiette fiscale? Et parce que nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays, c'est complètement différent. On a l'impression que les pays
qui ont été colonisés par la France ont bénéficié, en fait, ont adopté un certain système de décentralisation. Et même la France a progressé sur ces questions et pas nous. Et quand vous faites la comparaison avec les pays anglo-saxons, c'est le jour et la nuit. Donc il faut avoir le courage de redéfinir nos questions, notre décentralisation pour qu'elle soit en adéquation avec nous-mêmes, nos aspirations et les valeurs que nous avons à l'intérieur de nos pays. Mais surtout aussi dire aux partenaires, c'est bien bon d'appuyer l'État central, mais faites un peu une étude de voir ce que vous dépensez, quelle vitesse ça prend, quand est-ce que cela a un impact au niveau local. La démocratie ne vivra qu'au niveau local, le développement ne viendra qu'au niveau local. Nous ne pensons pas que le développement va quitter les villes pour arriver dans les villages, mais il y a des ressources, il y a des valeurs qui existent à l'échelle locale. Si elles sont mises en valeur, elles peuvent aider un développement au niveau national. C'est plus un système qui doit aller du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas, parce que ça fait longtemps que ça va dans le haut, mais qu'au niveau du bas, on ne voit rien venir. Donc on est fatigué de s'asseoir au péage et attendre de voir la bonne nouvelle venir des capitales. Mais nous avons du potentiel, surtout sur les questions économiques. Nous avons beaucoup de potentiel qui, si les gouvernements locaux disons, leur capacité est renforcée et que les ressources, surtout humaines aussi, sont transférées. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de ces pays, celui qui travaille à Ouaga, quand vous voulez l'affecter ailleurs, il va rentrer partout où il peut rentrer parce qu'il peut pas rester dans les villes. Mais vous avez d'autres pays comme le Rwanda où, quand vous êtes affecté à l'intérieur du pays, vous y allez. Vous avez une très bonne partie de l'administration qui est mise à la disposition des collectivités. Par opposition à ce qui se passe dans certains pays comme le mien. Donc il faut revoir tous ces systèmes parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, une question de transfert. Mais les partenaires aussi doivent mettre beaucoup plus d'exergue sur ces questions de développement qui vont directement au niveau des collectivités. Parce que c'est là que le problème, il se fait beaucoup plus sentir et il se crée même beaucoup plus facilement au niveau local qu'au niveau central. Ce sont des questions vraiment qui sont très importantes, mais le premier partenaire qui doit y croire et accepter en termes de politique, c'est d'abord l'État central. Donc c'est en cela que je dis que les rapports entre l'État central et le gouvernement locaux doivent être complètement redéfinis à la lumière de ce que nous voyons comme conséquence de toutes ces crises, autant le Covid que la crise climatique et la crise sécuritaire. C'est ce que je dirais un peu en résumé. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour ce plaidoyer qui est effectivement très proche de ce que nous pensons tous dans cette salle. UNCDA vient de publier un livre qui est effectivement exactement sur ces logiques-là, en disant que le développement n'est qu'un développement qui peut se faire à la base et que le financement du développement local est le financement du développement tout court. Je vois qu'on manque beaucoup de temps. Il nous reste combien de temps ? 5 minutes, ok. Donc je vais repasser la parole à Monsieur Vaquier. So, Mr. Vaquier, so what's about metropolitan areas and how do you see the long-term financial? Alors que pensez-vous donc de cette résilience et que pensez-vous de ces questions de financement et de partenariat? Alors, à propos plutôt que de parler globalement de la résilience financière, je voudrais mentionner trois éléments qui, à mon avis, sont importants. 3 risques. D'abord, lorsque nous décentralisons, il y a un risque, c'est de nous laisser piéger enfermer par les structures formelles qui existent déjà. Par rapport à la réalité des villes urbaines, par exemple, qui sont aujourd'hui des métropoles. Aujourd'hui, je pense que l'on met trop l'accent sur la décentralisation en termes politiques et administratifs sans tenir compte de la réalité sur le terrain qui est bien loin de cette analyse. Donc, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que l'on voit des lieux qui sont totalement interconnectés à tout point de vue, à de nombreux points de vue, et qui ne sont pas gouvernés en ayant conscience de ces interconnexions. Nous avons des entités territoriales circonscrites dans des villes précises qui n'ont pas nécessairement les moyens de coopérer et de coopérer ensemble. Eh bien, cela n'est pas une bonne décentralisation. Cela aboutit à une fragmentation plutôt que à des territoires coordonnés. Deuxième observation, deuxième risque selon moi. Lorsque l'on parle de préférences idéologiques, et par exemple lorsqu'on parle de décentralisation budgétaire,
venant du bas. Nous la voyons en Espagne, nous l'avons vu avec les États américains. Eh bien, malheureusement, une telle approche ne permet pas d'augmenter les ressources des collectivités locales. En fait, c'est une course vers la fin. C'est au moins 10 ans, si l'on peut dire. C'est plutôt un mécanisme, un processus pervers qui, malheureusement, aboutit au résultat inverse, qui est de limiter les ressources dont disposent les collectivités. La décentralisation n'a pas toujours des résultats positifs, et une des raisons, c'est lorsqu'elle est détournée de sa mission. Et puis maintenant, améliorer la résilience financière. Comment je pense que la résilience, nous devons la repenser en fonction du temps. Je me souviens l'année dernière, 20% des zones métropolitaines en région, en Asie occidentale et en Europe occidentale, en fait, sont des zones qui reçoivent des populations. Or, la situation a changé. Nous avons des lieux qui sont en train de croître, de se développer, de rattraper les autres, qui sont en voie de transition, mais qui sont enfermés dans les mêmes problèmes. Je pense qu'il est très important pour nous de définir, de poser un diagnostic, de savoir où se situe une collectivité avant de penser à ses ressources. Je crois que ce qui est très important, c'est de désagréger et d'identifier les différents besoins. Il y a des opportunités parfois de bondir en avant en sautant des étapes, et cela peut être fait parfois facilement. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas de transition vers, par exemple, la budgétisation verte, si les éléments fondamentaux, les briques fondamentales ne sont pas en place dans le monde. Merci beaucoup, Jordi. Effectivement, le fait de désagréger les différents éléments me paraît très important. Les différents, selon les contextes, effectivement, les problèmes sont différents, de même que les solutions que l'on peut y apporter. Alors, monsieur Kim, il nous reste quelques minutes à peine. Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de la résilience financière des collectivités locales, comment l'améliorer? Alors, une leçon évidente de la crise de 2019 et de la crise économique et de la crise du Covid 2020, c'est que l'économie mondiale est de plus en plus incertaine. Et cela veut dire que les gouvernements, les pouvoirs publics centraux, mais également et les collectivités locales doivent constituer des réserves pour faire face à des temps difficiles. Le gouvernement central peut aisément le faire en contractant un emprunt. Les collectivités locales n'ont pas la même marge de manœuvre par rapport à leurs besoins de dépenses. Beaucoup de collectivités locales disposent de dispositifs qui leur permettent de constituer des fonds d'épargne. Par exemple, aux États-Unis, tous les États ont des fonds de réserve que l'on appelle des rainy day, qui représentent, je crois, 60 millions de dollars, qui représentaient 60 millions de dollars avant la survenue de la crise du Covid. En ce qui concerne la Corée, ce type de gouvernement, ce type de fonds existe également, mais je pense que par rapport à l'incertitude croissante, eh bien, je crois qu'il est très important d'augmenter les capacités de ces fonds de réserve aux États-Unis, en Corée, au Japon, puisqu'ils existent déjà. Et je crois que bien d'autres pays, lorsqu'il n'existe pas ce type de tampon budgétaire, devraient être envisagés. Je pense qu'il faut également tenir compte, voir le lien avec les politiques budgétaires centrales des pays. L'allègement qui a été pratiqué, l'allègement budgétaire, a pu porter ses fruits et contribuer jusqu'à un certain poids à la hausse des recettes. Mais les recettes fiscales ont été ensuite durement frappées par l'évolution des prix de l'immobilier. Ce qui veut dire
que les politiques macro-budgétaires et fiscales ont un impact certain et vont dans le sens donc de la mise en place de fonds de tampons budgétaires. Les liens entre la macroéconomie et les ressources mobilisables pour les collectivités locales doit absolument être pris en place. Et le rôle de la coordination intergouvernementale pour des relations coordonnée et résiliente est plus importante que jamais. Et puis, pour conclure, j'aimerais souligner que, compte tenu de la diversité et l'hétérogénéité des systèmes budgétaires, je pense qu'il est difficile parfois de se comprendre et de pouvoir se comparer, d'où l'importance des travaux et des données, du travail de collecte de données organisé par l'Observatoire mondial qui nous permettra de mieux appréhender nos différences, de mieux les comprendre. Merci, Monsieur Kim. Malheureusement, nous allons manquer de temps, donc je suis désolée de ne pas pouvoir donner la parole à d'autres intervenants ni de pouvoir conclure. Mais encore une fois, je pense que nous avons eu des échanges très fructueux et que cela montre bien que le WOFI n'est pas un point d'arrivée, mais au contraire le point de départ de nombreux débats sur les questions de collectivités locales, de financement. Alors, il est l'heure d'aller déjeuner. Vous avez deux possibilités. Thank you so much. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes pressés par le temps. Nous nous retrouvons à 14h45. Mais tout d'abord, si vous voulez aller déjeuner, eh bien, vous pouvez aller soit en sortant à gauche, vous avez un café, à l'étage, une cantine. Pour les intervenants et les partenaires WOFI, si vous voulez bien nous suivre au Restaurant des Nations, qui se situe, lui, au premier étage. Je vous souhaite un bon déjeuner et nous nous retrouvons donc à 14h45. Merci.